Et vous avez qu'à en faire des technos, vous en faites pas. Exactement. Oh, arrête. On laisse les Américains faire des trucs comme ça. Après, ça devient des commodités, donc on s'en fout. Et nous, on réglemente. La loi, c'est moi. Donc tu m'as fait pivoter du crypto de la Web3 vers l'IA, quoi, en fait, et maintenant... Alors qu'est-ce que tu fais, du fromage de chèvre ou quoi? Tu sais, quand je vois le prix du fromage de chèvre à Miami, je me dis, il y a peut-être un truc. Hola hola amigos et bienvenue dans la saison 6 de Silicon Carnet, le podcast tech picante. Mon nom est Carlos Diaz, je suis le gringo en chef de cette émission et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle saison qui démarre maintenant. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carnet, Angie Ismail, l'accélérationniste de Mar-a-Lago. Salut Angie, ton masque est magnifique. Tu es presque en anonymous quoi en fait, c'est ça? Ouais, c'est moi, mais c'est pas trop moi quand même. Comment vous avez fait ça? Je couds. T'as des choses sévères à dire qu'en fait, Ça. tu dis il vaut mieux mettre un masque quoi. Voilà, au cas où. Tu vois. On a Kevin Smoot, le petit beurre de la tech, il est aussi avec nous. Comment ça va les gars? Vous avez passé un bon été? Super été. Bon. En plus aujourd'hui quand même, on enregistre le jour de la réunion de l'annonce de la réunion d'Oasis, donc magnifique journée. Voilà. Exact, Oasis qui revient, qu'en fait on va pouvoir enfin revoir Oasis sur scène. C'est super. D'ailleurs, en parlant de ça, je pars à Burning Man dans quelques heures. Et on a un special guest cette semaine, c'est Jérôme Colombin. Vous connaissez sa voix, elle est légendaire. Je suis super content d'ailleurs d'avoir la voix de Jérôme dans Silicon Carnet pour la première fois. Vous connaissez aussi sans doute son podcast Monde Numérique. Salut Jérôme et bienvenue dans Silicon Carnet. Salut Carlos, bonjour à tous. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Ah, c'est super, on est super content de t'avoir. Bon, avant de commencer cet épisode, un petit mot sur cette nouvelle saison de Silicon Carnet qui débute. La saison dernière, elle a été incroyable, on a lancé notre chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à vous abonner. Pensez à vous abonner, appuyez sur la cloche, et puis comme ça vous loupez aucun épisode. On a aussi agrandi les murs de l'Hacienda. C'est l'Hacienda, c'est la communauté des fans de Silicon Carnet. Vous pouvez vous abonner à cette communauté absolument géniale. On se retrouve sur WhatsApp, on discute tous les jours, les conversations sont enflammées. Et puis on a testé plein de nouveaux formats. Cet été, on a fait un hors-série à Paris, en direct des locaux de Exa, qu'on salue d'ailleurs. Merci de nous avoir accueillis. Je suis parti à la rencontre de la French Tech. D'ailleurs, à ce propos, NJ, tu avais un petit mot à dire. Tu as écouté les épisodes hors-série de Silicon Carnet. Et puis, tu m'as dit, c'est quoi ce bordel en fait, quoi. J'ai pas tout compris. Quoi. Sur la production, sur le lieu, sur les invités et sur le professionnalisme de l'émission, c'était génial. Hein. Franchement, moi, j'ai adoré. T'as vu ça, on a mis les moyens. Ouais, franchement, c'était top. Avec les petits sponsors qui vont bien. D'ailleurs, en parlant de sponsors, effectivement, c'est la première fois qu'on accueille des sponsors dans l'émission. C'était assez nouveau, je l'avais jamais fait. Et si vous voulez devenir partenaire de Silicon Carnet en sponsorisant nos émissions, si vous avez, je sais pas moi, un produit, un service à lancer, on a plus de 20 000 entrepreneurs, managers, business angels et VC qui nous écoutent chaque semaine, donc vous pouvez me contacter, je mets l'adresse là, carlos@siliconcarnet.co. Alors, mais qu'est-ce qui t'a déplu en fait C'est plutôt le contenu en fait sur pas mal d'interventions, à part peut-être celle de Jean, où voilà, comme à son habitude, il est toujours tu vois, droit dans ses bottes, etc. Mais il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de la responsabilité des startups à innover de façon on va dire responsable, équitable, beaucoup de trucs en able, tu vois. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, les startups, c'est des enfants. C'est comme si tu demandes à un petit de 7 ans de dire tu votes Trump ou Biden ou Harris maintenant, ou tu vois, de s'engager dans des choses en fait qui nous dépassent parce qu'on n'est même pas encore capable d'être des adultes quand on est une startup. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en France, on essaie de se faire des nœuds dans la tête pour se dire telle boîte, elle doit avoir un impact, elle doit respecter telle ou telle grande chose. Déjà, si les boîtes françaises, les leaders... Déjà marche, ça serait pas mal. Déjà, et qu'on arrivait à faire des unicorns, voilà, ça serait sympa. Mais déjà que d'autres boîtes qui sont déjà bien établies fassent ce genre d'action, c'est cool.
Mais pour les startups, je trouve que c'est un peu tôt et que les VC se mettent dans des modes investissement à impact, etc. Je trouve que on n'a pas le loisir et en France encore d'être à ce stade-là. On fait des lillipousse startup. Donc tant qu'on est au lillipousse, ouais, c'est une unicorne, mais ça a la taille d'un poney, quoi. Ouais, fourmicorne même. Encore une fois, je respecte beaucoup, mais je pense qu'aux États-Unis, ils sont à 10 000 lieues. Tu vois, Facebook, ça fait peut-être 5 ans qu'ils commencent à parler de ça. Et quand ils sont à plus de 100 milliards de valo, quoi. C'est pas quand tu as 20 millions de chiffre d'affaires où tu vas commencer à te dire je vais changer la façon dont marche le monde, quoi. Voilà. C'est intéressant ce qu'il dit à Angie. Je sais pas si vous avez regardé vous aussi le hors-série de cet été. Jérôme, un commentaire là-dessus sur toutes ces bonnes volontés, quoi. En fait, c'est vraiment ça. C'est de fabriquer des choses responsables. Il y a eu un mot aussi que j'ai entendu très souvent dans ce hors-série, c'est que l'argent n'était pas forcément le premier moteur, quoi, en fait, pour cette Startup Nation. Je trouve ça très hypocrite de mon côté, parce que quand t'es VC, si l'argent est pas le premier moteur, je sais pas ce que c'est le moteur, quoi, en fait. Mais est-ce que c'est lié d'ailleurs aux élections et à cette crainte tout d'un coup pour cette Startup Nation qui est très attachée à l'image de Macron, de plus être compatible avec la société ? Alors moi j'ai écouté effectivement aussi les émissions, comme je t'écoute assez régulièrement, et tu m'as dit d'y aller, donc je vais y aller carrément. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre et avec ce que vient de dire Angie, parce que oui, c'est du storytelling, oui, c'est du impact bashing, mais c'est l'histoire des startups, ça. Il y a toujours eu ça. Il fallait raconter une belle histoire. Il y avait l'époque où il fallait tous être green, il y avait l'époque où il fallait tous être blockchain, tous IA, tous machin, tous trucs. Donc voilà, en ce moment, ils sont tous sur l'impact. Dans le lot, il y en a, c'est du pipeau, je suis d'accord. Mais il y en a d'autres, c'est vrai. C'est du vrai, ils ont des vraies volontés, des vrais désirs. En plus, faut pas oublier que ça correspond à une génération. Je pense que c'est une préoccupation générationnelle. Et parmi tous ces jeunes qui lancent ces boîtes, pour certains, encore une fois, certainement pas pour tous, mais c'est sincère. Après, tu dis Facebook, etc. Mais attends, remontons en arrière. Google, c'était Don't Be Evil. Facebook, c'était on veut connecter le monde entier pour que tout le monde s'aime, etc. Ils ont eu leur période comme ça, bisounours. Donc voilà, qui viennent pas nous donner des leçons pour l'instant, hein, maintenant. Que les entrepreneurs aient envie de changer le monde, ça c'est bien. Et il y a des super boîtes, genre Yuka par exemple. Je trouve que le faire de nature, de façon organique par les entrepreneurs, c'est très cool. Mais que l'écosystème dise, en fait, il faut que les startups, quand elles se créent, aient cette volonté-là, c'est là où je trouve que c'est pénible. Parce que, faut pas que ça vienne de l'extérieur. Voilà, exactement. Si ça vient des entrepreneurs, ils se lancent, c'est tout bon. Moi j'ai trouvé qu'en fait, ça manquait de dalle. Tu vois, je me suis dit, est-ce que ce discours-là était pas une façon de camoufler quelque part un manque de dalle, quoi, en fait, de vraiment de faire quelque chose de grand. Et quand tu dis c'est un truc général, moi je rejoins Angie et moi on est basés aux États-Unis. Ce discours-là on l'entend pas ici aux États-Unis. Mais c'est ça la différence, c'est que vous êtes aux États-Unis. C'est une différence. Et voilà. Et là on parle de la France, c'est pas pareil. Le système des startups est système de VC, de valorisation forte, de croissance très forte. Enfin, c'est un peu tout ce chose-là. Donc, c'est complètement antithétique avec l'idée de pas vouloir faire d'argent. Il y a aucun problème à faire une PME informatique, à base d'informatique qui va disrupter quelque chose, mais pas à l'échelle d'une startup. Donc, c'est juste que je pense qu'on met juste le label startup sur tout. Ouais. En voulant se rattacher à l'économie startup, la Startup Nation ou je sais pas quoi qui va derrière. Mais fondamentalement, si on a des fonds qui sont prêts à regarder les chiffres en face et à investir dans des boîtes comme ça, tant mieux. C'est juste que, en effet, comme dit Angie, ce sera pas une $1 billion compagnie, mais il y a pas de mal à pas faire des $1 billion compagnies. Il y a des très belles boîtes qui. C'est des PME digitales, quoi. Voilà, ça. mais c'est très bien. Et il en faut aussi. Mais je crois que c'est aussi un point que vous évoquez d'ailleurs souvent dans Silicon Carnet, c'est la différence de perception de l'argent, tout simplement. Ouais, complètement. Voilà. Moi, j'ai senti ça. J'ai senti que parler d'argent, c'était un problème c'est un vrai problème encore en France. Bien sûr. C'est encore problématique. C'est un vieux problème, mais c'est encore un problème. Ouais, c'est sûr.
Bon, cette semaine, on va vous faire un récap de tout ce qui s'est passé dans la Silicon Valley cet été, histoire de vous mettre à jour avant la rentrée. On va bien entendu parler de l'arrestation du CEO de Telegram en France. On enregistre, on est le 27 août. Je ne sais pas quand est-ce que cette émission va être diffusée. On va parler aussi du procès contre Google qui a eu lieu cet été. La justice a enfin rendu son verdict et Google est officiellement en situation de monopole. C'est super intéressant. On va voir ensemble ce que ça signifie pour la firme de Mountain View. Et puis, on va aussi évoquer avec toi, Kevin, puisque toi, tu es dans la crypto-sécurité, cybersécurité, pardon. On va évoquer l'énorme bug de Windows qui a mis la planète à genoux. Et puis, en fin d'émission, on va se demander si l'intelligence artificielle n'a pas atteint son pic. En tout cas, moi, ici, dans la Silicon Valley, je vois de plus en plus de gens qui s'interrogent. Et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. J'ai écrit un papier d'ailleurs dans la newsletter à ce sujet-là qui a fait pas mal de bruit, avec pas mal de réactions. Bref, on a du pain sur la planche, les amis. Allez, c'est parti. Go yourself. Alors pour parler de toutes ces news, on avait besoin de quelqu'un qui suit de près l'actualité. Et qui de mieux que Jérôme Colombin ? Comme je le disais, vous connaissez sa voix. Jérôme, il est journaliste, c'est le fondateur de Monde Numérique. D'ailleurs, tu m'as gentiment invité cet été à participer à un de tes podcasts. C'était super, merci. Je mets le lien, allez l'écouter. On a parlé de politique ensemble et c'était super intéressant. D'ailleurs, le prochain épisode, on va se reposer cette question-là. Pour qui roule la Silicon Valley ? Est-ce que la Silicon Valley roule pour Trump ou est-ce que la Silicon Valley roule pour Kamala? On se posera cette question avec Mathieu Nouzaret, qui est le Chief Business Officer de The Sandbox et qui s'intéresse énormément à la politique américaine. Mais encore une fois, bienvenue Jérôme dans cette émission. Alors toi, tu connais bien la tech, hein, ça fait 20 ans de chronique. Un peu plus même. Même plus. On va pas insister lourdement, mais ça fait plus. Hein. Ouais. Comment ça t'est venu ça? T'as fait une carrière d'ingénieur de tech? Comment t'es tombé dans la tech? Non, pas du tout. Je suis vraiment le profil du petit geek qui a découvert l'informatique chez lui. Mais bon, c'était dans les années 80, donc il n'y avait pas d'ordinateur. Moi, j'ai eu un TRS 80 et ouais, ça me fait rire. Ouais. Mais c'était vraiment l'un des tout premiers micro-ordinateurs personnels. Ouais, j'avais un MO5 moi. Ouais, le premier, c'était un MO5. Toi, c'était encore avant. Ouais. Et puis, non, mais ça, c'était une vraie passion personnelle. Et après, j'ai fait des études de journalisme. En fait, j'ai hésité. Franchement, j'ai eu une période dans ma vie où j'étais jeune. Je me disais, qu'est-ce que je fais? Je vais vers l'informatique ou je vais vers la communication, qui était un truc qui m'attirait vachement aussi. Et puis, je me suis dit, je vais plutôt aller vers la communication parce que je pourrais peut-être continuer à faire quand même de l'informatique, tandis que l'inverse me paraissait compliqué. Et ça s'est à peu près bien passé comme ça, quoi. Donc, mais une vingtaine d'années plus tard, c'est une question que je voulais te poser. C'est, toi, justement, une vingtaine d'années plus tard, est-ce que tu te dis pas, merde, j'aurais dû monter ma start-up, quoi. Ah si, ça évidemment. Alors, ouais, c'est vrai que tu te le dis ça. Ouais, bien sûr, parce qu'en plus moi j'ai un peu cette fibre entrepreneuriale, mais qui honnêtement qui s'est révélée sur le tard et trop tard. J'ai pas été éduqué dans ce mood-là. Je suis content parce que mon fils par contre est à fond lui là-dedans, beaucoup plus que moi, mais avec les pieds sur terre et peut-être qu'il va rattraper le truc. Si, j'aurais aimé. Moi j'ai monté une boîte ou deux, j'avais fait un truc avec mon pote François Sorel, voilà. Et puis là, qu'on salue maintenant, qui lui aussi est dans les médias. Là. Lui, il est, toujours. Il anime Tech & Co sur BFM Business, sur la chaîne Tech & Co. Ouais. Et puis, mais j'aurais adoré. J'ai vu passer les trains comme ça. J'ai vu passer tous les trains avec toutes les startups en ou. Ensuite, il y a eu plein de trucs. Mais encore une fois, d'abord, c'était les startups en net. Tu te rappelles au tout début, quoi. Bravo, vous êtes sur Internet. Tout ce qui était net, machin, FranceNet, WorldNet, Netscape, NetApp, NetSuite, il y avait tout ça. Après, il y a eu les ou, quoi, en fait. Après, il y a eu les Kikou, etc. Ouais. Et puis aujourd'hui, maintenant, c'est n'importe quoi, en fait. Je sais pas ce que c'est les startups maintenant. Non, mais c'est génial. Moi, j'adore ça, quoi. Depuis toutes ces années, j'adore ça. T'es quand même un petit peu entrepreneur parce que, en fait, t'as quitté France Info, où t'as passé énormément de temps. D'ailleurs, on a été collègues. Parce que j'avais une rubrique, moi, sur France Info. Tout à fait. C'était folklorique, qui s'appelait En direct de la Silicon Valley. Et t'es devenu solopreneur, t'as pris ton envol. Alors moi, on m'a viré de France Info. Du jour au lendemain, on m'a appelé, j'allais enregistrer ma chronique.
Et puis on m'a dit ah non, on t'a pas prévenu, mais en fait non, tu fais plus partie de la grille des programmes. Ah bon Non, mais t'avais rien fait de mal. Je pense que c'était juste un réajustement. Voilà. Ouais, ils ont mis une émission de rugby à la place de moi. Donc je sais pas. Ouais, voilà. Pourtant j'avais le physique, mais bon voilà. Mais non, mais toi t'es parti, t'as été viré ou t'es parti de ton propre chef? Non, j'ai pas été viré. Non, je suis vraiment parti de mon propre chef. Mais en fait, ça faisait 27 ans que je faisais ma chronique Nouveau Monde, la tech, etc. Je voulais rester dans ce secteur-là, mais je voulais faire autre chose. Alors j'ai frappé à toutes les portes en interne, France Inter, machin. Je voulais faire du podcast dans le cadre de Radio France et tout. Mais c'est un peu le drame de ces grandes boîtes qui savent pas gérer les carrières. Et on me disait oui, bien sûr, mais enfin bon, là c'est à l'antenne tous les matins qu'on a besoin de toi, donc ok, on verra ça, mais plus tard. Et au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Pour tout dire, il y a eu un plan au passage, j'ai sauté sur le truc. T'as profité du truc. Ouais, ça en a surpris plus d'un. Mais ouais, c'est assez surprenant, mais bon, maintenant t'as ton propre média, ça s'appelle Monde Numérique, que j'écoute religieusement. Toutes les semaines. C'est très gentil et je fais la même chose avec Silicon Carnet. Vous avez des questions pour Jérôme avant qu'on parle de l'actualité? J'ai une question, vu que ça fait du coup tellement longtemps au final que tu observes l'écosystème tech globalement. On dit souvent que l'histoire se répète, mais alors j'ai l'impression que dans l'écosystème tech c'est encore plus vrai avec des cycles qui sont plus courts et plus intenses. Au final, tout ce qu'on voit, est-ce que à chaque fois tu prends du recul et tu te dis bon, au final c'est toujours la même chose avec un nouveau dada, mais au final on ressort les mêmes histoires. Écoute, il y a des choses qui reviennent. Parce que t'as l'impression de te répéter, quoi, c'est ça. Quelquefois, mais franchement, c'est en même temps quand même un domaine où non, il y a une telle richesse. Et moi, je le voyais même du temps où j'étais à la radio, ou par rapport à mes petits camarades de la politique, de l'éco, du sport, etc., où eux, finalement, ils traitaient toujours les mêmes sujets. J'ai l'impression, moi, c'est l'impression que j'avais d'année en année. Et tandis que moi, tous les ans, il y avait une nouvelle tendance, il y avait un nouveau truc, on partait dans une nouvelle direction, etc. Moi, je me souviens, le pire et le plus excitant et le plus tragique, c'était vraiment l'explosion des startups dans les années 2001. Et puis jusqu'à l'éclatement de la bulle, où ça partait dans tous les sens. Et puis moi, j'étais un peu naïf. On me disait oui, on va changer le monde, machin et tout. J'y croyais. Et je pensais qu'ils étaient vraiment en train de réinventer toute la société, ce qui était vrai et pas vrai. C'était un peu. Non, mais finalement, ça a été le cas, quoi, en fait. Bah oui, ça a été. Ouais, ça s'est pas passé comme ils nous l'ont raconté au début, mais à ce moment-là. Market. Mais pour répondre à ta question, non, il y a des recommencements, et peut-être qu'on va en reparler parce que Google, ça me fait penser à des trucs. Ouais. Mais c'est quand même à chaque fois des nouvelles histoires, parce que c'est des nouvelles technologies souvent. Donc ça, c'est pas mal. C'est ça qui fait qu'on s'ennuie pas. Bon, alors justement, parlons de l'actualité. Il y en a une qui est chaude, dont tout le monde parle d'ailleurs, pas simplement dans le monde de la tech. Là, j'ai l'impression que ça a dépassé complètement le monde de la tech. Tout d'un coup, même ma mère m'en a parlé, quoi. En fait, c'est Pavel Durov. C'est le milliardaire qui est d'origine russe, fondateur et propriétaire de l'application de messagerie Telegram, qui a été arrêté à l'aéroport du Bourget, peu de temps après avoir atterri à bord de son jet privé, bien évidemment, parce que le mec est milliardaire. Hein. Et puis il a été placé en garde à vue. Et ça a suscité beaucoup de réactions. D'abord de Moscou, qui met en garde. On est face à un incident diplomatique, politique, économique, technologique. Même Elon Musk, le propriétaire de X, a déclaré que la liberté d'expression était en danger en Europe. Il a lancé un hashtag Free Pavel. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de cette histoire. NJ, tu veux commencer ? Comment tu... Ouais, bien sûr, ouais. Moi, je suis gros utilisateur de Telegram depuis pas mal d'années. Je pense 8 ans au moins. Oui, parce qu'on le rappelle, tu es très dans tout ce qui est pédophilie, crypto-monnaie. Voilà, justement, tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, même en étant utilisateur normal, je trouve que ce qui se passe sur Telegram, en effet, c'est la 1 milliard d'individus quand même qui utilisent Telegram. Hein, oui, c'est beaucoup. Ouais, c'est très utilisé. Et puis, oui, franchement, c'est le Far West. Il y a tout et n'importe quoi. Tu peux acheter de la drogue, des armes, commander des photos, voilà, de tout type de pornographie, etc. Et je trouve que sur ce sujet-là, tu vois, typiquement quand on se fait bâcher par les Américains sur la liberté d'expression dans tous les sens, moi je trouve que c'est un peu ridicule parce qu'en vrai, ça va au-delà de la liberté d'expression. Maintenant, la vraie raison pour laquelle il est en France et pourquoi il a décidé d'atterrir alors que le mec est recherché, il y a un mandat d'arrêt sur lui, moi je pense qu'il y a autre chose. Il y a un truc qu'on nous dit pas.
sur sa relation avec la Russie, la guerre en Ukraine, sachant que je crois Telegram, c'est le premier média d'information lié et de désinformation lié au sujet Ukraine-Russie. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de choses là-dessous. Mais c'est très intéressant à suivre. Tu lis tout un truc de tout un tas de conspirations sur le sujet. Alors je vais y aller avec la mienne, pourquoi pas quoi. Hot take. Moi je me demande si on n'est pas en train de vivre une sorte de transfuge, un peu comme au temps de la guerre froide, quoi. Tu vois, c'est-à-dire moi je n'arrive pas à penser que il est atterri en France alors qu'il sait qu'il est sous mandat d'arrêt, ou alors il est complètement con. Ou alors il y avait un problème technique sur son avion, mais quand même, la Belgique est pas loin, quoi. Donc il aurait pu pousser jusqu'à la Belgique, quoi, entre le Bourget et la Belgique. Et je me demande si derrière se cache pas un truc beaucoup plus politique. Jérôme, un avis là-dessus ? Comme toi, comme vous, beaucoup de questions. Il y a énormément de questions. Est-ce que c'est un transfuge ? C'est une bonne question et c'est vrai qu'on ose à peine la poser parce que ça flirte un peu avec le complotisme. Ouais. Mais on se demande si ce type était pas un peu trop en indélicatesse avec Poutine, avec les Russes, et que du coup, voilà, est-ce qu'il est pas venu chercher une forme de protection ici en France sous couvert d'arrestation ? Mais alors vraiment, j'ai aucune source pour dire ça. Et là, c'est moi non plus. On sait pas, mais on peut se poser la question. Pour moi, ça me paraît être pas débile, quoi, en fait. Non, mais il y a plein de questions. Pourquoi il est arrivé en France ? Pourquoi il a eu la nationalité en 2021 ? Pourquoi puis même comment il a fait sa fortune, etc. Il y a plein de trucs. C'est incroyable cette histoire, à mon avis. C'est peut-être un agent de la DGSE qui travaille depuis des années, quoi, en fait, pour le renseignement français, et que ça a commencé à sentir vraiment le roussi, quoi. En fait, il a fallu le rapatrier. J'en sais rien. Alors, on est vraiment dans la conspiration totale. Hein, mais c'est quand même remonté jusqu'à. C'est marrant parce qu'il y a quand même eu des communiqués et du Kremlin et de l'Élysée pour dire qu'il n'avait rien à dire. Mais ils sont quand même, tu vois, ça prend une dimension, en 48 heures, ça prend une dimension de folie. Ouais, on attend la série Netflix. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, c'est ça. Je pense que Netflix, ils sont déjà en train d'écrire, là. Ouais. Kevin, ton point de vue là-dessus ? Moi, je voulais réagir par rapport aux histoires sur la liberté d'expression, etc. Comme a dit Angie, en fait, globalement... c'est une plateforme où il y a vraiment beaucoup de saleté dessus, et c'est culturel en fait pour les sites russes. Donc Pavel, c'était le fondateur de VKontakte. VKontakte, c'est Facebook, et la différence principale entre VKontakte et Facebook, au-delà que ce soit russe, c'est que dessus on peut échanger des jeux piratés, des films piratés, du porno, enfin absolument tout en grande classe russe, quoi. Pour parler que des choses à peu près correct. Donc culturellement, Telegram continue dans le même truc. Sans grande surprise, en fait, il se prend des procès à travers le monde pour lui demander d'enlever ce contenu et de modérer ce contenu. Je trouve pas que ce soit déconnant, c'est la loi. C'est la loi. Après, si on n'est pas d'accord avec la loi, on peut aller voter différemment et faire ça. Mais là, aujourd'hui, il y a pas d'action politique au-delà de ça. Donc après, est-ce qu'en effet, il y a un jeu géopolitique plus grand, la Russie, la France, mais en tout cas d'un point de vue purement plateforme, on va dire, c'est normal de devoir modérer des plateformes quand eux hébergent le contenu de leur côté, quoi. Ouais, non, puis en plus, pour être très factuel, il y a au départ une enquête, je crois, d'un juge de Pontoise qui voulait des explications sur un dossier en particulier. Telegram n'a pas répondu, le type se pointe, on l'arrête. Peut-être qu'il n'a pas soupçonné que la police française parfois pouvait s'énerver et être efficace aussi. Hein. Mais c'est un sujet de pédopornographie, donc c'est le pire des sujets que tu peux avoir sur Internet. Je veux dire qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Hein. Bon alors, nos autres news, quand on disait tout à l'heure, est-ce que l'histoire se répète, c'est cette information majeure pour Google. Cet été, le DOJ, le département de la justice aux États-Unis, qui a remporté un procès historique contre Google, puisque l'entreprise a été déclarée en situation de monopole illégal. Je dis historique parce que ça fait un petit moment, quoi, en fait, qu'on essaye de faire tomber Google. Donc maintenant, cette position dominante, elle est prouvée. Et puis on va avoir le procureur qui va essayer maintenant d'obtenir du tribunal des décisions très concrètes pour affaiblir l'entreprise et l'emprise de Google sur le marché du search, notamment. Jérôme, toi qui suis l'actualité depuis longtemps, ça fait un bout de temps que ça pend au nez de Google, cette histoire. Bon, ça y est, maintenant c'est fait.
Oui, c'est étonnant parce que vu d'Europe et vu de France, on a l'impression que les États-Unis, c'est le pays du laisser-faire où ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent et ces plateformes peuvent devenir hyper puissantes. Et puis tout d'un coup, le couperet tombe et on rappelle à l'ordre, y compris un géant comme Google. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant pour des Français notamment, mais c'est vrai que aussi que ça me rappelle des choses et tu vois avant de commencer l'émission là je regardais j'ai créé un site qui justement retrace plein de faits importants de l'histoire des je voulais t'en parler, technologies. j'ai vu ça, c'est génial quoi en fait. Maintenant je le consulte pratiquement quotidiennement. C'est une sorte d'almanach en fait, comment on pourrait dire ça? Ça s'appelle Tech Time, c'est une timeline en fait des événements importants de la tech. T'as fait ça sur Notion d'ailleurs? Initialement c'était sur WordPress, puis je me suis fait saborder attaqué par des pirates russes. Enfin, je dis russes parce qu'il y avait des messages russes partout. D'accord. Donc ils me l'ont complètement flingué le truc et j'ai recommencé. Je me suis dit tiens, je vais recommencer sur Notion et puis. C'est super bien fait. Et Notion en 2 clics tu crées un site web. Donc voilà. Tous les jours en fait on a une sorte de date anniversaire d'événements de la tech que quelquefois on a oublié effectivement. Ouais. Et pour revenir à Google, effectivement, 7 juin 2000, eh bien, c'était le démantèlement de Microsoft qui était ordonné par un juge américain, par le juge Jackson. Moi, j'avais couvert ça pour la radio à l'époque. C'était complètement surprenant. Alors, finalement, on n'a pas été au bout du processus, mais c'était énorme et c'était c'était déjà l'illustration de ce mécanisme américain qui est assez troublant où on laisse des monstres gigantesques se créer et puis tout d'un coup, paf, le coup d'arrêt, le couperet tombe et on leur dit fin de la récré. Maintenant, il faut arrêter de faire n'importe quoi. C'est la régulation à l'américaine, je dirais, mais vous connaissez ça mieux que moi. C'est-à-dire qu'il y a un truc avec lequel il faut pas déconner aux États-Unis, c'est justement cette notion de position dominante, quoi. C'est la notion de monopole. C'est ok d'avoir des sortes d'oligopoles, ça ok, il y a pas de problème. C'est ce qui avait tué Bell, encore la génération d'avant, qui avait donné naissance aux Bell Company, AT&T, etc. Ouais. Parce que Google Search, ça gère quand même 95% des recherches sur mobile aux États-Unis en 2020. C'est les chiffres qui datent de 2020, mais je pense qu'ils doivent être à peu près la même chose encore. En grande partie d'ailleurs grâce à l'accord avec Apple, et c'est 84% des recherches sur desktop quoi. En fait, Bing c'est seulement 6% des recherches, donc effectivement il y a une vraie situation de monopole. NJ, un point de vue là-dessus Je suis un peu partagé sur ce sujet parce que, comme disait Jérôme, c'est à la fois surprenant. Parce que Google reste une start-up qui a bien grandi, c'est 25 ans, 26 ans. Donc c'est pas non plus la boîte qui a, 90 ans, qui a un monopole absolu. Ils ont un monopole sur certaines choses, là où ils sont bons. Et genre, ils ne gagnent de l'argent qu'avavec un seul truc, c'est l'AdWords. Et tu vois, tous les produits qu'ils ont lancés, tous les produits de médias, ils se sont essayés aux réseaux sociaux plusieurs fois. À chaque fois, c'est des gros échecs. Ouais. Android, en open source, la plateforme Android qui permet à plein d'opérateurs ou de technologies mobiles d'opérer, notamment dans des marchés en développement, ça marche bien. Mais aux États-Unis, ça prend pas. Donc, et encore, on l'a vu avec l'AI, ils sont encore super à la bourre. Donc, ils ont du mal. Ils ont beaucoup de mal. Donc en fait, c'est assez difficile de se dire c'est justifié, c'est pas justifié. Et à côté de ça, tu vois, t'as les laboratoires pharmaceutiques qui s'entendent sur les prix de l'insuline, de machin, des trucs graves importants. Et là, bizarrement, il n'y a pas de DOJ qui arrive dire on va démanteler ça. Donc moi, je sais pas quel est l'agenda derrière. Donc on avait vu Adobe et Figma, c'était ça, je crois, donc l'acquisition qui s'était pas faite. Ça envoie des signaux un peu dégueux, genre aux États-Unis, tu peux plus créer justement la super boîte. Et à côté de ça, est-ce que c'est pas pire en fait? Tu vas faire 4 boîtes avec Google, une boîte de search, une boîte de cloud et une boîte de on va dire advertising avec tu vois tous les médias sur lesquels ils peuvent faire de l'advertising. Tu vas créer en fait 3 boîtes encore plus grosses qui vont se développer encore plus vite. Et certaines seront ultra rentables. D'ailleurs, c'est un des arguments quand je lisais des articles d'investisseurs qui disaient mais finalement démanteler Google, c'est peut-être une très bonne nouvelle parce que ça va permettre de créer plusieurs boîtes avec des rentabilités très différentes parce qu'il y a des activités chez Google qui planquent les résultats de Google. Voilà. Alors à ce moment-là, ça va permettre de se débarrasser de certaines activités qui sont très utiles et gratuites pour le grand public, mais qui n'ont absolument aucune rentabilité pour les financiers. C'est Thierry Breton qui doit être content.
Mon rôle, et puis je dis oui, bien sûr. Merci Thierry Breton. C'est pour ça qu'ils avaient créé Alphabet aussi. Hein. C'est quand même pour ça qu'ils avaient fait Alphabet. Mais dans le cas précis du monopole, c'est pas seulement un monopole parce qu'ils sont les meilleurs et parce que tout le monde les aime. C'est aussi parce que ils raquent depuis des années des milliards pour rincer Apple, Firefox, etc. pour imposer le moteur de recherche par défaut dans les navigateurs, etc. Donc voilà, est-ce que Google est en danger parce qu'on lui demande de revoir un petit peu ses méthodes? Je sais pas. Hein. Ouais, parlons un petit peu de ça. C'est effectivement, si vous utilisez des produits Apple, le moteur de recherche par défaut dans Apple, c'est Google. Et Google paye pour ça. Ouais. Google paye 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars tous les ans à Apple. 20 milliards de dollars, c'est 17,5% de leur profit. Hein. Donc, c'est pas un petit deal, quoi, en fait, qu'il y a, quoi, en fait. Il y a Samsung aussi qui gagne des milliards. Et puis, il y a d'autres acteurs hein, qui... sont plus petits, comme par exemple Firefox. Peut-être que vous utilisez Firefox comme navigateur. Ben, Firefox, la fondation, c'est Mozilla derrière, qu'en fait, elle gagne de l'argent avec Google parce que le moteur de recherche par défaut dans Firefox, c'est Google. Et Microsoft, il a jamais vraiment essayé de placer son moteur à la place de Google parce que Apple a dit... nous, on aurait bien aimé avoir de la concurrence, mais Microsoft n'a jamais proposé de payer ces milliards de dollars, quoi, en fait. Donc, du coup, il y a que Google qui nous a proposé 20 milliards, donc on a pris le pognon, quoi, en fait. Et donc, du coup, ça a créé effectivement cette situation un petit peu monopolistique, Kevin. Mais en même temps, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que finalement c'est pas plus mal qu'on rouvre en fait ces deals et qu'on laisse la place, mais à qui? Non, les deux points qui sont pas encore traités, c'est comment casser ce type de monopole. Parce qu'au final, c'est un sujet très technique d'aller casser un monopole comme ça. Sur quoi on va effectivement appuyer pour pas péter la machine complète des startups de la tech, comme dit NJ, et pour aller vraiment juste casser Google, parce que ça, c'est pas du tout évident. Et ça, on n'a pas la réponse. Et pour le coup, c'est vraiment le gros question mark autour de ça, quoi. Sur quoi on peut appuyer. Déjà que ils ont été pris la main dans le sac, pas vraiment. Il y a rien vraiment d'abusé dans ce qu'ils faisaient. Et puis le dernier, c'est l'adoption d'autres produits. Au final, quand tu réfléchis, exactement ce que tu dis, t'as des écosystèmes Play, t'as des plateformes Play qui existent, où au final tu utilises Google Chrome parce que t'as ton compte Gmail, c'est connecté à ton Android, etc. Ça gère tes mots de passe. Voilà, ouais. Ça gère tes mots de passe. Pareil sur ton Apple, t'as tout l'ensemble de ces trucs-là. Aller mettre un challenge sur un petit bout de produit d'un côté. On est déjà, ces boîtes, elles sont déjà bien au-delà des problèmes d'antitrust. Elles ont déjà dépassé le game. En fait, les gens veulent le système monopolistique parce qu'ils veulent rester dans le même écosystème. Oui, parce que ça crée de la facilité d'usage, quoi, en fait. Quoi. Voilà, exactement. C'est la facilité avant tout. Ouais, mais alors ça, les amis, c'est le dilemme dans lequel on est en Europe depuis des années par rapport nous utilisateurs des technologies qui sont pas des technos européennes, qui sont américaines. Et vous avez qu'à en faire des technos, vous en faites pas. Exactement. Quoi. On va pas réguler, quoi, en fait. C'est de l'impact. Faites quelque chose. On quoi, réglemente, en fait. Fabriquez des trucs, quoi, en fait. Non, mais à part on des sacs laisse à les main, Américains. Quoi, en fait, et du rouge à lèvres. On laisse les Américains faire des trucs comme ça. Après, ça devient des commodités, donc on s'en fout. Et nous, on réglemente. Ouais. Non, je caricature. On réglemente et attention, il y a de la concurrence maintenant sur la réglementation. Il y a cette fameuse loi SB 1047 là en Californie qui est en train de passer. On pensait justement Mais ils nous ont piqué l'idée. Ouais, c'est ça. Mais on pensait qu'il y avait que l'Europe qui avait une sorte qui était le leader de la réglementation. Non, mais on se rend compte que maintenant, l'administration Biden et l'État de Californie sont aussi capables de réglementer. Et ils réglementent même pire que Thierry Breton. C'est pour dire, qu'en fait, c'est difficile. Je pensais pas qu'un jour l'élève dépasserait le maître, mais en l'occurrence, c'est le cas. Je vais rédiger un papier d'ailleurs sur cette loi pour réglementer en fait l'intelligence artificielle. SB 1047, c'est super intéressant de regarder et les Californiens font du zèle là-dessus et ils deviennent aussi régulateurs que l'Europe. Allez, autre sujet, ça c'est un sujet qui est pour toi, Kevin. C'est ce bug CrowdStrike. Phénoménal quand même, quoi. Parce que je sais ce que tu fais, quoi. Et alors, je me dis, tous ces efforts, parce que tu en fais des efforts et il y a des milliards investis dans la cybersécurité,
pour se rendre compte qu'en fait, ce bug qui a mis la planète à genoux, encore une fois, c'est une erreur humaine. Un con, quoi, en fait, c'est Régis. Je sais pas si vous vous rappelez de Régis, c'est un con, quoi, en fait. Mais c'est Régis qui a rajouté une ligne de code là où il fallait pas. Et tout d'un coup, bah voilà, panne énorme, quoi. En fait, les hôpitaux, les banques, les compagnies aériennes, tout a merdé, quoi, en fait, quoi. Écran bleu. C'est de la folie. Hein. Je veux pas tirer sur les ambulances, mais juste pour rappeler comment c'est arrivé. Hein. Donc c'est un logiciel de sécurité. Donc logiquement, comme tous les logiciels de sécurité, comme vos antivirus, etc., bah il faut les mettre à jour automatiquement, sinon ça sert à rien. Il se trouve que chez CrowdStrike, ils avaient visiblement une mauvaise politique de test et de déploiement, et en plus un accès à un niveau très bas dans les couches de Windows. C'est-à-dire que vous, votre antivirus, il est quand même globalement par-dessus. Si lui il pète, bon bah ça pète pas tout votre ordinateur. CrowdStrike a besoin d'accès un peu plus bas parce qu'il essaye vraiment de savoir tout ce qui se passe sur la machine, même au plus bas niveau. Et donc la petite ligne de code s'est trouvée juste briquer tous les ordinateurs. Hein. Donc briquer, ça veut dire que littéralement l'ordinateur ne s'allumait plus. Écran bleu. Écran bleu, voilà. Très mauvais deal pour CrowdStrike, très mauvais deal pour Microsoft. Microsoft s'est pris une mauvaise pub. Alors fondamentalement, c'est pas vraiment leur faute. Ils sont pour rien, Microsoft. Ouais, ils sont pour rien. Enfin, ils y sont un peu pour quelque chose. En gros, ça fait des années qu'on reproche que ces logiciels ont des accès trop bas dans le niveau dans l'operating system. Là où chez Mac, chez Apple, ils ont fait le système différemment. Mais au bénéfice de Microsoft, ça fait des années qu'ils essayent de pousser un nouveau modèle et à chaque fois, justement, ils se font taper dessus par les boîtes de cybersécurité qui veulent pas restreindre leur niveau d'accès. Donc voilà un super exemple. Donc le but c'est vraiment pas de tirer pour les ambulances. Sur les ambulances, CrowdStrike c'est une boîte de software, les bugs ça arrive, on peut toujours faire des choses mieux. Voilà. C'est mais bon là, stratégie toi, non? C'est pas la boîte qui pourrait être rachetée. En fait, tu veux pas les critiquer. CrowdStrike s'il vous plaît. En fait, on est en train de dire CrowdStrike, moi je les aime bien parce qu'éventuellement ils peuvent racheter ma boîte, quoi, en fait. Ouais, non, c'est vrai, on n'est pas dans le nom de ta boîte si jamais il y a des gens de CrowdStrike qui nous écoutent. Voilà, alors Zygon, Zygon, quoi, en fait. Zygon.tech. Non, nous on fait de l'identity and access management moderne pour les équipes d'IT moderne, donc pas du tout les sujets de DR, endpoint et detection response qui est le sujet de CrowdStrike. Jérôme, t'en as parlé toi cet été. Hein. Ah ouais, j'en ai beaucoup parlé parce que ça, évidemment, on a été touché comme tous les pays et il y a eu plein de conséquences, les avions, les trucs, les machins et tout. C'est intéressant ce que tu dis, Kevin, sur le fait que l'un des problèmes, c'était apparemment le fait que CrowdStrike aille très loin dans les couches de Windows parce que, si j'ai bien compris, Microsoft a ressorti cet argument en profitant pour expliquer que c'était notamment à cause, encore une fois, de la réglementation européenne. Qui l'obligeait... C'est Thierry Breton encore. C'est Thierry Breton. C'est encore Thierry Breton. C'est toujours la faute de Thierry Breton. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'ouvrir leur code, etc. Alors, il y a un point là-dessus, c'est que du coup, Microsoft s'est saisi de l'affaire parce que là, ils ont pris tellement mauvaise pub qu'il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, ils organisent des assises avec les plus gros éditeurs de cybersécurité dans les prochains mois pour justement remettre en... Donc, ils font un Grenelle, quoi, en fait. Ouais, ils font le Grenelle du kernel Windows. Voilà, c'est ça. Du kernel Windows. Du kernel Windows. Du coup, en espérant changer la donne. Mais ils ont déjà essayé, je crois que c'était en 2006, où ils avaient vraiment changé le modèle, ils se sont fait péter les genoux. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo qui est très drôle. C'est le président de CrowdStrike, Michael Santonas, qui est monté sur scène il y a pas très longtemps, là, il y a quelques jours, parce qu'on lui a donné le prix du Most Epic Fail lors de la conférence annuelle DEF CON sur le hacking, justement, à Las Vegas, qui a eu lieu en août. Et je vous propose de l'écouter. Il est fair play, quoi, en fait. Hein. Le mec, il fait amende honorable. Il dit, c'est important d'assumer ses erreurs. Quand on fait des trucs moches, il faut assumer. Et c'est ce qu'on fait, on assume. Et donc, je viens chercher ce prix parce que c'est très américain, quoi. Cette sorte de mea culpa public. Les Américains, ils adorent ça. Je vous propose d'écouter et de regarder cette petite vidéo qui est très drôle. Ça dure 30 secondes. I think these are too small. I think we need another... I think we might need a different award. I can open the envelope if we need to. Can I put it down there? Yeah.
Big trophy. Hey everyone, Mike Satonis, president of CrowdStrike. Definitely not the award to be proud of receiving, but I think the team was surprised when I said straight away that I would come and get it, because we got this horribly wrong. We've said that a number of different times, and it's super important to own it when you do things well. It's super important to own it when you do things horribly wrong, which we did in this case. The reason why I wanted the trophy is I'm heading back to headquarters. I'm going to take the trophy with me. It's going to sit pride of place because I want every CrowdStriker who comes to work to see it, because our goal is to protect people, and we got this wrong, and I want to make sure that everybody understands these things can't happen, and that's what this community is about. So from that perspective, I will say thank you, and I will take the trophy and we'll put it in the right place and make sure everybody sees it. So thank you. RNG, les startups, elles font des conneries. On fait tous des conneries. Après, la façon. C'est quoi la dernière connerie que t'as fait, toi? Oh là. On n'a pas beaucoup de temps dans l'émission. Non, mais ce qui m'a fait rire aussi par rapport à ce mea culpa, c'est le bon Uber Eats. Oui, il a alors donné je le 10 montre. balles ou 20 balles. Ça, c'est incroyable quand même. Et tu te dis, au final, les gens. Il marche pas le coupon en plus. Quoi. Il ne marche pas. En plus, il marchait pas. Et mais tu vois, il y a des gens, je voyais les commentaires Twitter et tout. En fait, quand t'es dans ta boîte et que finalement, grâce à ce bug, t'as eu une journée de congé aux États-Unis, sachant que c'est cher les congés aux États-Unis, les gens ils sont à 10-12 jours de congé par an. Et ben en fait, ils ont ils ont eu une journée cadeau de pas de boulot parce qu'il y avait l'écran bleu et un bon Uber Eats. Non mais t'imagines le mec chez Air France, je dis n'importe quoi, ou chez United qui est devant son écran bleu, qu'en fait, et qui en même temps reçoit sur sa boîte mail, on est désolé, on a merdé, qu'en fait, mais tiens, voilà un coupon Uber Eats. Et puis du coup il se dit bon de toute façon j'ai rien à foutre donc je vais utiliser mon coupon Uber Eats, et là le coupon il marche pas quoi en fait quoi, donc c'est. Non mais on a vu la discussion il me semble il y a quelques mois parce qu'il y avait eu des attaques de cybersécurité sur Okta et on avait parlé c'est vrai des positions oligopolistiques du type CrowdStrike, Okta, etc. qui créent en fait des single point of failure à travers le monde entier. T'as un monde entier super connecté, etc. Vous voyez l'antitrust ça a du bon. Et ben voilà. Non, mais en vrai, ça pose une question, je trouve au final assez intéressante sur ce modèle de logiciel. Encore une fois, Thierry Breton acquiescera avec moi. Il faut des solutions. Putain, qu'est-ce qu'on ferait sans Thierry Breton? Il faut des solutions européennes. Mais ça pose une vraie question sur, en effet, l'indépendance. Ouais, j'ai un problème sur ma Tesla. Et je pense que il faut que je pose la question à Thierry quoi, en fait, parce que Thierry en fait c'est le mec qui peut régler tous nos problèmes quoi, en fait. Oui, mais à long terme quand même. Sur du long terme. Voilà, c'est-à-dire que d'abord tu te tapes 10 ans avec des pop-up pour les cookies, etc. avant. Ça servent à rien. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Thierry, on te salue, on t'embrasse. On sait que c'est dur en ce moment, mais t'inquiète quoi, on est avec toi. Bon, on passe à un autre sujet. On va parler d'intelligence artificielle. J'ai écrit un post dans la newsletter de Silicon Carnet. Je vous invite vraiment à aller vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Où je posais la question de savoir si la bulle IA ne venait pas d'éclater. Ce post, il a fait du bruit, hein, parce qu'on m'a dit... en gros, il y a quelqu'un qui m'a dit... Tiens, je le montre ce commentaire. Il m'a dit, ouais, t'as passé ton temps à nous expliquer que l'IA... c'était génial et qu'on était des ratés et qu'on était en retard machin et puis maintenant tu nous dis non mais c'est fini, allez ranger les jouets, allez vous faire voir, etc. Vous venez de découvrir que Carlos venait de la Silicon Valley, d'accord, ok. Ouais, c'est ça. Vous venez de découvrir que voilà, c'est Hollywood ici, hein. Si on fait des films avec des dinosaures, si t'as pas un dinosaure dans ton scénario, ça marche pas quoi en fait. Bingo. Non, mais c'est intéressant parce que j'ai quitté la Silicon Valley en juin où le hype autour de l'AI était vraiment au top. Et je me suis dit, ils vont se reposer un petit peu pendant l'été, je vais rentrer, et puis ça va être pareil. Et je suis rentré le 8 août, et bon, je comprends bien que partir un mois de la Silicon Valley, c'est comme disparaître pendant un an. Et là, je reprends mes contacts avec mes gars, machin, je discute, et puis tout le monde me dit, ouais, non, mais attends,
je sais pas là si on n'était pas en train de se faire avoir, si tout ça était pas une machine pour faire tourner la machine à cash, machin, et je les ai sentis complètement dans le doute, quoi. Pas du tout comme je les avais laissés mi-juin. D'ailleurs, tu avais ton anecdote où tu as retrouvé Sam Altman en train de speaker au fentanyl dans une tente. Non, je vais peut-être le croiser à Burning Man, mais je vous poserai la question. Vous saviez que j'avais croisé Elon Musk à Burning Man. Et t'es déguisé comment ? Dans une sorte de tenue un peu du style cow-boy avec, tu sais, une sorte de... à la Corleone, quoi, en fait. Tu vois, un grand manteau qui lui arrivait aux chevilles. Hein. Bon, on a parlé 3 minutes. Le mec est assez désagréable. Go yourself. Pas très cool, quoi, en fait. Tu te dis pas, j'ai envie d'en faire un pote, quoi, en fait. Mais bon, voilà. Revenons à cette histoire. Est-ce que la bulle est en train d'éclater ? Je vous pose cette question parce que quand on regarde les investissements des grosses boîtes comme Meta, Microsoft, Amazon, ces investissements, ils sont titanesques. L'annonce, la Meta prévoit d'investir plus de 40 milliards de dollars, essentiellement en infrastructure. Microsoft, lui, 56 milliards. Google, 48 milliards. C'est colossal. Bref, tout le monde a ouvert son chéquier. Il y a même Snap qui investit dans l'IA. Bon, tout ça au grand bonheur de Nvidia qui fait grossir son carnet de commandes. Et puis, pour la première fois, on a eu cet été des analystes financiers. Je pense que dans la Silicon Valley, les gens veulent continuer à y croire. Mais là, les analystes financiers, ils ont réagi essentiellement au discours de la CFO de Microsoft, Amy Hood, qui déclare voyez, tous ces investissements qu'on fait, on n'attend pas un retour sur investissement avant 15 ans. Et alors là, moi, j'ai un pote à moi qui est trader, et qui me dit, non mais attends Carlotte, moi je fais pas du venture, moi 15 ans c'est pas possible, moi j'attends pas 15 ans, il faut que la machine à cash elle tourne tout de suite. Et là tous les investisseurs de Wall Street se sont dit, non mais attends, est-ce qu'on a intérêt à investir dans ce truc-là, parce que le return, c'est pas la semaine prochaine, quoi, en fait, quoi. Et je pense que c'est ça qui a créé le doute. On en avait parlé, alors moi je vais juste refaire, on avait fait les prédictions en 2024. J'avais annoncé l'explosion de la bulle de l'IA en 2024 et le retour vers un AI winter en 2024. Voilà. Donc, je retrouve ça. Je vais pas me répéter, je vais préciser, du coup. Okay. Parce que, du coup, on s'était pris à l'époque, ouais, mais il y a plein de choses qui marchent, etc., sur ce sujet. Et je vais revenir, Jérôme, tu pourras nous en parler, mais la dot-com bubble, du coup, la question c'est, est-ce qu'au final l'Internet était overhyped? Bah non, on voit bien aujourd'hui, en effet, toute la société est passée à Internet. C'est juste que ça a mis 20 ans et pas 2 ans, quoi. Voilà. Donc le retour sur investissement en 15 ans, il est là. Et ce qui s'est passé surtout, je crois que c'est Bill Gates qui disait ça, c'est le principe de la bulle. On s'en fout qu'elle explose. La question, c'est qu'est-ce qui a été, où l'argent a été dépensé pendant cette bulle et quelle infrastructure a été créée. Nvidia. Et voilà, exactement. Mais du coup, on crée de l'excess capacity là dans les data centers pour des machines qui vont pouvoir entraîner des algos pendant 15 ans en fait derrière. Et pendant la dot-com bubble, c'était quoi? C'était de la fibre qu'on a amené partout, on connectait tout dans tous les sens, on a amélioré l'hébergement de sites web aussi. Les hébergements, on avait fait des data centers, on a amélioré les technos de le HTML tout simplement en fait, qui nous a amené en fait à terme sur le Web 2 et tout ce genre de choses. Donc là, au final, qu'est-ce qui est en train de se créer? Plein de choses, mais qui seront potentiellement utiles dans des prochaines générations d'AI, parce qu'il y aura cette excess capacity où on va pouvoir dire, on va réutiliser nos GPU là qui nous servent plus à rien parce que les LLM, on les a fait tourner, voilà, on est arrivé au max. Par contre, on va pouvoir aller faire tourner les nouveaux algos nouvelle génération qu'on essaye de faire tourner depuis 2 ans, et puis là maintenant, on peut faire nos tests là-dessus à l'échelle. Donc là, il y a de la valeur qui se crée, il y a de la valeur locale. Parce que les LLM, ça a une utilité à certains endroits, mais ça aura de la valeur aussi dans 15 ans. Mais en attendant, on va avoir un trou où on n'avait pas l'intelligence générale, l'intelligence artificielle générale qu'on attendait et que tout le monde annonçait en disant demain vous avez plus de boulot parce que vous avez des robots qui allaient faire tout votre boulot. Quoi. NJ, toi t'as une boîte d'IA. Ouais, enfin une boîte d'IA. C'est pas, nous on fait pas l'IA, on fait un applicatif. Oui, mais justement, il y a une des questions qui se pose là et qui est posée notamment. Il y a 6 mois, tu nous disais que tu avais une boîte d'IA, mais du coup maintenant. Non. Ah oui, on voit que tu changes. C'est le retour de bâton. Tu m'as pas tout à l'heure. Attends, je suis complètement IA, moi. Non, c'est on fait pas de modèle, quoi, je veux dire.
Non, parce que je te maintenant, rappelle moi, que je t'as veux dire, déjà... pas du tout, non. Ouais, c'est ça. Ouais, On fait pas de modèle, nous. Moi, j'ai jamais fait d'IA. Hein. J'ai jamais fait d'IA. Non, mais non, parce que je te rappelle que t'as déjà. Mais lui, je suis oui, investisseur chez toi, quoi. Tu Moi, m'as je déjà pivote. fait pivoter Qu'est-ce du qu'il y a? Je Web3 et de la crypto. pivote. Je pivote. Donc, tu m'as fait pivoter du crypto de la Web3 vers l'IA, quoi, en fait. Et maintenant, alors, qu'est-ce que tu fais? Du fromage de chèvre ou quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, franchement, tu sais, quand je vois le prix du fromage de chèvre à Miami, je me dis, il y a peut-être un truc. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que t'as les investisseurs qui disent un truc. Les clients ont beaucoup acheté, et je parle pas d'infrastructure, mais de produits IA, notamment fin 2023. Il y a eu des budgets qui sont créés, des bulles quoi, en fait de budgets qui n'existaient pas, parce que les entreprises ont eu peur de louper quelque chose. Et la vraie question, c'est est-ce qu'elles vont renouveler ces licences? Parce que elles les ont achetées en fin d'année 2023, donc on arrive là, tu vois, on arrive à ce renouvellement de licence. Et je pense que c'est ça la question qui est en train de se poser. C'est est-ce qu'on a été suffisamment capable de montrer à ces entreprises qui ont dépensé finalement pas mal de pognon sur le plan applicatif, encore une fois, qu'il y a un vrai retour sur investissement avec des produits d'IA comme ceux que tu fabriques chez Fint? Donc, ouais, non, super question. Mais je vais remonter un petit peu sur ce que disait Kevin par rapport à la bulle. Déjà, il faut remonter au narratif des financiers. Parce qu'en fait, c'est souvent ça qui déclenche la ruée vers l'or. C'est qu'en effet, il y a de la tech. En effet, il y a des chercheurs, des académiciens, etc., qui ont fait des papiers géniaux sur les nouveaux transformers, les nouveaux modèles, les machins, etc. On a vu une opportunité, nous, entrepreneurs, on s'est dit peut-être il y a des choses à faire. Mais qui a mis le feu aux poudres, c'est encore une fois les VC qui étaient sans tête, là, tu sais, ces poulets sans tête, ils couraient, ils savaient pas où ils allaient parce que les moutons visionnaires. C'est fini, FinTech c'est fini, où c'est qu'on va mettre notre argent? Web3 c'est mort. Ouais. Voilà, il faut qu'on fasse un nouveau narratif, il faut qu'on puisse aller chercher de l'argent chez nos LP, il faut qu'on puisse lever nos fonds et prendre nos management fees. Et ça, tu vois tous les papiers écrits sur Medium fin 2022, début 2023, ils parlent de l'IA, etc. Et ensuite, bien sûr, il y a les... Donc c'est encore pire. C'est ce que je dis, c'est faire tourner la machine à cash. Oui, alors ça c'est pour eux. Ouais, ça c'est et pour maintenant, eux. Et les analystes financiers de Wall Street, exactement pareil. Eux, il y a encore pire parce que eux, c'est pas leur argent, c'est des gros chiffres, c'est machin, ils y vont, ils font des robots. Donc eux, ils comprennent rien à la technologie, donc déjà, en général, il faut pas trop les écouter. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup de startups se sont lancées sur ça. Et au-delà des startups, il y a les gros, les GAFAM, etc., qui se sont chargés de dire à tout le monde, on travaille sur l'AGI, donc l'intelligence artificielle générale. Et d'ailleurs, leur cours de bourse, on a vu, a explosé, quoi, depuis qu'ils ont ce discours IA, quoi. En fait, on prend ne serait-ce que Facebook. Avant, quand ils parlaient de métaverse, regardez le cours de bourse. Depuis qu'ils se sont mis à parler, en fait, d'IA, regardez le cours de bourse, quoi, en fait, quoi. Ouais, donc, ils vont se rebaptiser IA, d'ailleurs, non? Ouais, ils devraient se rebaptiser, je sais pas, quelque chose, quoi, en fait. Ouais. Mais du coup, il y a eu, ouais. Il y a eu cette ruée vers l'or, et donc les boîtes voyant ça se sont dit c'est bon, c'est ce qui va nous permettre de relancer de la croissance, de réduire nos coûts, et on va avoir des IA un peu partout, on va automatiser, on va pouvoir virer tout le monde, et c'est génial. Mais je pense que c'est vraiment, les expectations étaient set, comme on dit, étaient beaucoup trop hautes. Putain, toi tu vas te taper François. Ah putain, il va arriver François le Français là, je le sens. Ouais. Donc, il y avait des attentes qui étaient beaucoup trop hautes. Et en fait, ce qui se passe, moi je vais relativiser un petit peu, c'est qu'il y a énormément d'applications qui continuent à être achetées, mais à des niveaux beaucoup plus bas. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, tiens, je te mets un copilote qui va tout faire, le café, qui va prendre des rendez-vous chez le dentiste, etc., dis-moi 10 tâches qui sont faites aujourd'hui par des gens un peu moins qualifiés ou par des gens dans un offshore en Inde, etc. Et je vais te l'automatiser avec de l'IA. Et nous, c'est ce qu'on voit chez Fint. Donc, c'est des petits workflows où l'IA va prendre 20% du taf. 80%, ça reste du script traditionnel, ça reste du code, quoi. Et donc là, en fait, tu redescends. Donc, les budgets, ils sont en train de s'allouer à en effet, peut-être OpenAI. À des départements et plus des boîtes, quoi, en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est par département, c'est par use case très précis. Et en effet, il y aura peut-être un shift. Comme le SaaS, quoi. Ouais, comme le SaaS, exactement. Au lieu d'avoir peut-être des mecs qui achètent du Nvidia, enfin qui achètent des GPU sans savoir ce qu'ils vont en faire, ou qui achètent Azure AI, tu vois, toutes les licences que vont leur vendre les gros, ils vont dire, bah tiens, je vais avoir besoin en fait d'une brique qui me fait ça pour 2000 balles par mois et pas beaucoup plus. Et un autre point qui est super intéressant pour défendre un peu quand même l'innovation, c'est le coût des tokens. Parce qu'on est passé de, je crois que c'est 200 fois moins cher le token aujourd'hui que le token il y a un an.
Et ça veut pas dire grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. pour moi, ça veut dire beaucoup. Et donc, en fait, tu peux faire énormément de tests. Donc, la technologie elle-même va un peu partout et tu vas avoir des micro-innovations qui vont se faire. Et je pense que c'est très bien que ça dégonfle maintenant. Parce qu'en vrai, il y a pas de... Tu vois, même Nvidia, bon, l'action, elle est quand même super haute. Tous les GAFAM, ils sont encore là. Et c'est très bien qu'il y ait des analystes financiers qui, un an, enfin, ils retournent leur chemise tous les 6 mois. Parce que du coup, ça fait dégonfler un peu la pression qu'il y a sur ce qu'il faut délivrer. C'est ce qui s'est passé le 6 août. On a eu un mini crash. Là, moi, j'ai perdu plein de thunes parce que comme un con, j'ai cru que ça allait continuer et j'ai tout vendu. Bravo, Carlos. Et en fait, c'est remonté en flèche. Bon, là, ça se tasse un petit peu. Mais on a eu effectivement ce crash le 6 août. Mais tu as raison, les Magnificent Seven, ils font la sourde oreille et ils continuent leur investissement comme si de rien, quoi. En fait, Jérôme, un commentaire là-dessus c'est la fin de la bulle. Ça veut pas dire que c'est la fin de l'IA. Comme dit Kevin, c'est pas grave que la bulle éclate. Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire la part des choses entre la bulle qui est votre problème, je dirais, qui est un peu un problème de riches, un problème d'Américains, et puis la vraie IA qui, elle, continue son chemin. Et c'est un peu on est dans le, c'est quoi, c'est la courbe de Gartner, quoi. Il y a de la hype et puis après, ça redevient normal. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est les applications, 2 aussi la recherche qui continue. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a des directions nouvelles. Moi, j'avais interviewé il y a quelque temps Yann Lequin de Meta qui lui explique de toute façon les IA génératives d'aujourd'hui. Alors bon, voilà, lui il est Meta, il est pas OpenAI, mais il dit grosso modo c'est de la merde parce que ça va dans le mur et il faut la vraie IA, c'est celle qui saura comprendre le monde comme nous on le comprend en ayant vraiment tous les paramètres. Donc ça c'est. Il y a du boulot parce que là je montre par exemple une recherche que j'ai faite là sur Google pour dire comment est-ce qu'on passait les calculs rénaux. Il m'a proposé de boire 2 litres de mon urine tous les jours, quoi, en fait. Donc, alors ça, Carlos, c'est parce qu'il utilise aussi tes recherches précédentes. Ah, peut-être. Ah, putain, Golden Shower. Mais oui, bien sûr, c'est ça. Je remets mon masque alors, attention. Je vais aller chercher un masque aussi. Ouais. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, ouais. Franchement, tu dis le renouvellement des licences, c'est super intéressant. J'aime bien cette explication, cette lecture de la réalité. Et on sait que quand Microsoft est arrivé avec ses licences copilotes à $30 par poste dans les entreprises et qu'ils ont essayé de fourguer ça à toutes les entreprises, je veux dire, il fallait être débile pour pas voir que ça allait coincer à un moment ou à un autre. Même si les boîtes y allaient au moins pour une année pour voir ce que ça donne. Ça paraît énorme. C'est pas sûr qu'elle renouvelle. Et on va voir, les renouvellements, ça va être Q4 de cette année. Alors, et je pense que le marché ne fait qu'anticiper ces renouvellements. Je pense que faut qu'il y ait un bénéfice énorme. Et bon, il y a le patron d'Amazon là qui disait que quand même l'IA lui avait fait gagner je sais pas combien de milliers d'heures de développeurs et donc ça représente des centaines de millions de dollars aussi. Alors j'ai vu la même news. Alors tu vois, Jérôme, sur ce truc-là, c'est ce qui est hyper intéressant parce que c'est systématique de cette AI là, c'est que c'est du storytelling parce qu'en fait la partie prédictive qui est non, dedans, c'est pas bidon. C'est un truc qui ne faisait pas, quoi, en fait, quoi. C'est un truc qui faisait pas, et c'est plugué sur une techno qui est pas de l'IA. Donc, l'IA leverage une techno qui est, je sais plus le nom, mais bref, c'est une techno qui existe déjà pour ce genre de mise à niveau. Mais c'est pas l'IA qui a fait le gros du boulot. Il y a 80-90% du boulot qui est fait dessus. Moi, je pense qu'il y a un autre truc qui a mis aussi la puce à l'oreille ici dans la Silicon Valley, c'est que si vraiment il y avait l'IA était si prometteuse, pourquoi les entrepreneurs qui se sont lancés comme Mustapha Suleyman, là, le roi de la jungle, et puis le patron les fondateurs de Character.ai sont en train de vendre leur boîte, ou enfin même pas vendre leur boîte, ils démissionnent de leur boîte pour aller rejoindre les Magnificent Seven. Si vraiment il y avait un truc, et effectivement t'as raison, c'est d'un point de vue investisseur intéressant et à faire du pognon là-dessus, on verrait pas les fondeurs se barrer de leur propre boîte, quoi, en fait. Et donc je pense que ça aussi, ça crée du doute. Pour rebondir sur le point d'Engie, moi ce que je vois, c'est faut pas oublier quand même que on arrive à une époque où il y avait la SaaS fatigue globalement, où c'est quand même beaucoup plus dur de créer un nouveau SaaS. La couverture fonctionnelle qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur sur un nouveau SaaS pour attirer des nouveaux clients, elle est gigantesque.
Les gens achètent plus des SaaS comme ça. Les investisseurs cherchaient le next big thing avec est-ce que ça va être le métaverse, est-ce que ça va être la blockchain? Ah bah paf, là c'est l'IA et on va tout faire là-dessus. Et la réalité, c'est que pendant au moins une courte période de temps, ça a permis de vendre du software parce que ça avait rajouté un côté excitant au software. Il y avait un côté de FOMO sur ce software qui était globalement le même avec, comme dit Angie, avec une petite couche additionnelle qui était bien powered by AI, mais qui des fois était véridique, mais c'est sur ces tout petits bouts. Mais on parlait pas d'une intelligence générale artificielle qui va remettre KO ton business parce que voilà, c'était vraiment, on allait rajouter le petit truc par-dessus. Donc ça marche et ça marche comme le SaaS et comme ces choses-là par ailleurs, c'est sur un bon market, un bon use case qui se fait, qui disrupte ou pousse à une échelle différente un problème qui était pas résolu avant, quoi. Et puis je pense aussi que notre monde occidental, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on sait qu'on est un peu à la croisée des chemins. On a une démographie qui est vieillissante, qui est déclinante, et on a besoin d'un boost de productivité parce que la natalité est pas là. Et tout le monde s'est dit, bah finalement cette AI, si ça marche et si la promesse qu'on nous fait, elle est effectivement, parce que toi tu le dis brutalement parce que tu viens de Miami, NJ, t'es un trumpiste, mais tu dis ouais on va supprimer les boulots machin etc. Mais en fait la réalité c'est que on va avoir de plus en plus de mal à trouver des ressources à recruter parce que pour ces questions démographiques et puis en plus on veut pas ouvrir les frontières et accueillir de l'immigration, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et donc on s'est dit l'IA c'est génial quoi en fait, ça va nous permettre de combler le trou. Sauf qu'on n'y est pas encore, en fait, quoi. Ah ben on est très loin, et puis d'autant plus que là, les trucs qui se font remplacer, c'est pas faire la vaisselle, quoi. Non. C'est ça faire serait la bien, peinture. C'est vrai que mieux, les quoi. immigrés qui arrivent par le sud des États-Unis, ils viennent pas ingénieurs chez Google tout de suite, quoi. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires sur YouTube. Je lis toutes vos remarques. J'essaie de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette émission. Ça me fait super plaisir. Silicon Carnet fait partie maintenant du top 5 des émissions tech françaises, à côté d'ailleurs de Jérôme Colombin, régulièrement, qu'on côtoie. Et ça, c'est vraiment génial. La semaine prochaine, notre invité sera Mathieu Nouzareth, Chief Business Officer de The Sandbox. On va pas parler de métaverse, on va parler des élections américaines et de la Silicon Valley qui se déchire entre pro-Trump et pro-Kamala Harris. Ça va être passionnant. Jérôme, on te retrouve sur Monde Numérique. Je montre ton site web chaque semaine. C'est gentil. Je vais mettre tous les liens aussi dans la description de cet Chaque épisode. jour même maintenant. Un podcast par jour, mon ami. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Je t'ai vu, t'étais sujet. magnifique là à Chypre, là. Oui, enfin, ce sera tu pas nous as toujours fait au soleil à Chypre. Hein. T'étais au soleil, t'étais bronzé, t'étais beau, et tu nous as dit que t'allais faire quelque chose tous les jours, quoi, en fait, quoi. Donc, ça va se passer en fait, je refais un peu ce que je faisais à la radio, quoi. Ouais. Bon, ok. Une chronique écoute, par jour. On va t'écouter. Kevin NG, merci de m'avoir accompagné dans ce premier numéro de la saison 6 de Silicon Carnet. On va vous retrouver tout au long de cette saison. Merci aussi à mon équipe mais je pourrais pas faire cette émission sans Baptiste, mon monteur de génie. Ah bah ça fait plaisir. C'est lui qui fait tout l'editing et tout le motion design. Ah, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné à chaque fois que je t'écoute. Hein, non, mais pour moi, il fait vraiment partie. Ouais, il participe au contenu de Silicon Carnet. Je l'embrasse, Baptiste Martineau. Flavie et Steph qui m'aident au marketing de Silicon Carnet. Tous les membres de l'Hacienda, c'est notre communauté online avec qui je parle tous les jours. Je vous adore les gars, et bien évidemment si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre votre membership, ça se passe sur Substack. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Hasta luego amigos, bye bye.